qui est donc, je vais appeler sans plus tarder Anna Rourka, qui va nous parler des enjeux démocratiques et éthiques de l'IA. Bonjour à toutes et à tous. Donc, dans la continuité, je pense, dans la complémentarité de votre propos, je voudrais vous présenter une certaine lecture que j'ai faite de la Convention cadre du Conseil de l'Europe liée à l'intelligence artificielle. Cet intérêt, il vient bien évidemment de tout ce que nous avons discuté, mais aussi de ma fonction que j'ai exercée parallèlement à mon activité académique en tant que présidente de la conférence des organisations internationales non gouvernementales. Et mon deuxième mandat, il s'est terminé il y a 5 ans. Et c'était juste à ce moment-là où le Conseil de l'Europe a commencé à travailler sur l'intelligence artificielle. Et nous avons beaucoup œuvré en tant que société civile pour pouvoir influencer les processus décisionnels et pour que la perspective de la société civile soit représentée dans ces instances intergouvernementales. Aujourd'hui, donc, comme aussi Yann l'a mentionné, nous avons ces 2 cadres réglementaires, 2 entrées, 2 instruments qui sont complémentaires mais qui sont un peu asymétrique dans le sens où IA Act, le règlement de l'Union européenne qui va pleinement entrer en vigueur en août de cette année, il y a certaines dispositions qui sont déjà en vigueur depuis l'année dernière. Cet IA Act est plutôt un instrument pour classifier les risques, pour réguler les marchés, pour documenter et rendre conforme l'usage au cadre européen de l'Union européenne. Quant à la Convention cadre du Conseil de l'Europe, juste pour être sûr qu'on constitue bien les 2 institutions, Conseil de l'Europe, c'est 46 États membres, c'est Strasbourg et c'est l'institution emblématique, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Donc on parle là d'une grande Europe. Alors dans cette convention cadre, le multilatéralisme joue un rôle important aussi entre les États, parce que la situation est aujourd'hui telle que vous avez des entreprises big tech qui sont plus riches que les États. Si on regarde, je sais pas, un budget de Moldavie ou d'un autre pays qui fait partie, donc l'État ne peut pas tout. C'est pour ça que le cadre multilatéral est important pour réguler cela. Alors, cette convention a été ouverte à la signature le 5 septembre 2024. Il y a une vingtaine de pays qui l'ont signée, dans l'Union européenne, autant que l'Union. Alors, les ratifications sont encore en cours, et ça, c'est aussi pour moi, on peut en parler pourquoi, mais c'est aussi un indicateur de beaucoup d'enjeux qui sont autour de cela. Et aussi, pas seulement qu'il y a une question de volonté, mais lorsqu'on ratifie une convention, c'est aussi parce qu'on se met en marche et on réforme nos institutions pour répondre à ces conventions. Et dans le cadre de l'IA, et notamment de droit, il y a aussi une question de juridiction. Quelles sont les juridictions compétentes, par exemple, qui vont juger des recours? Et ça encore, il y a encore beaucoup des États qui sont un peu en travail là-dessus. Alors, en ce qui concerne le travail social, à partir de cette lecture de la Convention cadre, je vous présente une proposition à discuter, une position de principe pour le travail social qui dit que l'usage de l'IA en travail social n'est légitime que s'il renforce l'effectivité des droits, accès aux ressources, la qualité de l'accompagnement, la participation des personnes concernées et la capacité d'analyse critique des professionnels. Donc, à l'envers, il devient illégitime lorsqu'il automatise les tri des publics, opacifie les décisions, renforce la surveillance ou reproduit les discriminations et substitue une logique prédictive à la décision humaine. Alors, je vais déployer ce raisonnement de la position en 4 volets, 4 exigences interdépendantes et non hiérarchisées, même si elles semblent être hiérarchisées, elles ne le sont pas, pour voir en quoi ces aspects sont vraiment interdépendants. Je vais passer assez rapidement sur certains parce qu'ils ont été déjà abordés. Mais en tout cas, à travers ces 4 points, j'insiste sur le fait que l'IA n'est pas juste un outil gestionnaire. D'accord ? L'IA n'est jamais neutre. Et donc, il faut avoir une position politique, déontologique, éthique et juridique là-dessus. Alors,
Pour le premier point, l'exigence politique, l'IA transforme les formes d'organisation et les rapports de pouvoir entre les humains et aussi entre la machine et l'humain. Mais on devrait apprécier ou évaluer l'impact de l'IA aussi sur les droits, l'autonomie de la personne dans la manière dont elle va administrer l'IA, la dignité de la personne et bien évidemment la participation, et ça je vais revenir là-dessus, et aussi la possibilité de contester les décisions. Et ça c'est vraiment important, ça veut dire aussi vous que les personnes que le travail social accompagne doivent savoir à quel moment l'IA est utilisée et dans le processus de prise de décision, mais pas seulement, et comment on peut faire un recours à une décision assistée par l'IA. D'accord. Ensuite, il y a l'exigence démocratique. Sur ça, je voudrais insister parce que justement, vu qu'il y a beaucoup d'enjeux financiers liés à la défense, commerciaux, la société civile n'a pas forcément grande chose à dire et ce contrôle collectif qu'on peut exercer en tant que société, en tant qu'humain, n'est pas tout à fait, c'est pas si simple en fait. Et donc la question de la co-construction pour que les parties prenantes de l'usage de l'IA soient invitées au débat contradictoire sur cette question-là est vraiment primordial et appartient à ce défi et cette exigence démocratique sur les usages de l'IA. Pourquoi aussi? Parce que les choix techniques ont toujours une idée en arrière-plan de la conception de la vulnérabilité. Ce n'est jamais neutre. Et du coup, mais aussi de la justice sociale en tant que telle. Voilà. Donc, l'exigence démocratique va également être liée autour de ce que Ferguson appelle les conflits de qualité. Parce qu'en délibérant, on va finalement avoir aussi une discussion sur c'est quoi le travail social de qualité aujourd'hui et comment on peut... Voilà. Donc je pense que ces débats sur l'IA, ça nous ouvre aussi des débats sur d'autres points. L'exigence juridique, là, l'idée est qu'on puisse évaluer les risques et du coup aussi la protection des droits face à l'IA en fonction de la gradualité de l'usage que nous en faisons. D'accord? Donc, faire un planning avec l'IA, ça n'amène pas du tout les mêmes risques que faire une évaluation de l'enfance en danger. Et donc, en fonction de cette gradualité, la protection des personnes concernées devrait être plus forte. C'est ça un peu le jeu. Et on met en miroir la protection face au risque. On peut revenir après si on veut un peu plus, mais en tout cas, la responsabilité juridique reste toujours humaine. Donc, en fonction de qui utilise et comment on utilise l'IA, on en est responsable. L'algorithme n'a pas encore une capacité juridique en soi. D'accord? Donc, ça, c'est important dire. Et également, une question de la transparence. Parce que c'est en fonction de la transparence vis-à-vis du public que nous pouvons avoir, on va construire la confiance dans nos décisions et dans notre accompagnement. Exigence éthique, je ne vais pas aller trop en détail parce que ça a été déjà bien expliqué. Juste pour vous dire que toute décision et toute situation est située. Et aujourd'hui, l'IA n'a pas d'information de contexte, sauf celle que nous lui transmettons comme information. Et nous, on a aussi nos biais, d'accord, dans la manière dont nous saisissons ces contextes. De plus, aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais en tout cas, mon expérience dans la recherche en protection de l'enfance montre que les services n'ont pas toutes les données. Donc, il y a des données qui manquent. On ne peut pas, à travers cela, produire une décision prédictive tout en sachant qu'il nous manque des indications, des informations objectivables. Et pour conclure, je suis tout à fait d'accord avec cette réflexion de nous réunir pour réfléchir quel rapport nous souhaitons avoir avec l'IA, mais j'ajouterais
triangulation pour moi. Il n'y a pas que l'humain et le numérique, il y a aussi la nature. Et on voit bien qu'il y a plein de choses qui bougent, notamment aussi nos rapports au monde animal, qui, pour moi, ça bouge en même temps que les rapports au numérique. Et je pense qu'il y a une triangulation à proposer entre l'humain, la nature et le digital. Je vous remercie. Merci Anna et Patrick. Nous allons